Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo Ask, je réponds à vos questions. Donc là normalement je vais traiter toutes les questions qui n'ont pas été traitées dans la première partie et à partir de là je devrais avoir répondu à toutes vos questions. Si jamais vous vous apercevez que je n'ai pas répondu à une question que vous avez posée en commentaire sous la vidéo Ask, dans ce cas-là le plus simple c'est de me mettre un commentaire au niveau de votre commentaire, c'est-à-dire de répondre vous-même à votre commentaire. Comme ça moi ça me fera une notification et je pourrai voir que je n'ai pas répondu et puis je vous répondrai directement en commentaire. Voilà. Normalement je pense que j'ai réussi à avoir toutes les questions là, j'espère juste qu'il n'y a pas un bug ou alors quelque chose qui fait que je ne vois pas certaines questions. Voilà, donc c'est parti. On attaque avec la première question de cette deuxième partie. Bonjour, en voilà une super idée. Merci de tout le temps que tu nous offres à travers tes vidéos. Mes plantes te remercient quotidiennement. Ask, mon appartement est orienté plein nord et il est difficile de garder des plantes en bonne santé et surtout de les faire refleurir. Aurais-tu des conseils? Que penses-tu des lampes pour la croissance? À bientôt. Alors merci beaucoup pour ton commentaire. C'est vrai que ça représente du temps les vidéos, mais n'empêche, moi ça me fait plaisir parce que c'est une passion. Et puis maintenant qu'il y a une petite communauté, qu'on est plusieurs, qu'on est nombreux sous les vidéos, ça me fait vraiment plaisir de partager. Alors pour répondre à tes questions, les lampes pour la croissance, pourquoi pas, ça fonctionne effectivement. En revanche, moi je trouve que ça représente un budget déjà à l'achat et aussi un budget ensuite à l'utilisation puisque ça consomme de l'électricité. Je pense que si un jour je décide de m'en servir, ce sera de manière ponctuelle pour faire pousser peut-être des aromatiques, des petits légumes en intérieur, éventuellement faire refleurir une plante particulière qui nécessite vraiment beaucoup de lumière. Je n'ai jamais réussi à faire refleurir avant. Voilà, mais sinon je trouve que juste pour mes plantes du quotidien, ça représenterait vraiment un trop gros budget. Puis en plus, je suis pas sûre que ce soit très esthétique. Donc effectivement, si tu es exposé plein nord, c'est un peu la cata au niveau lumière puisque tu n'as jamais de soleil direct, la lumière est constante. Quand il fait gris l'hiver, c'est la pièce, enfin c'est l'orientation la plus sombre. En revanche, bon, l'intérêt c'est que tu n'as pas de soleil direct. Moi j'avais une pièce plein nord dans mon ancien appartement et ce que j'avais fait dans cette pièce-là, c'était carrément une petite jungle urbaine avec plein de plantes feuillues. En fait, j'avais choisi des plantes un peu sympas comme le monstera. J'ai mis là-dedans aussi une orchidée qui n'avait pas besoin forcément d'énormément de lumière, le calathea. En fait, en cherchant bien, on peut trouver des plantes. Alors, elles ne vont pas forcément fleurir ou refleurir, mais ce sont des plantes qu'on peut cultiver plutôt pour leur feuillage. En fait, il y en a qui sont très originales. Il y en a même qui peuvent avoir un feuillage coloré. Les calathea vont avoir un feuillage mais panaché qui va être magnifique. Donc à la limite, moi je te suggère plutôt de t'orienter sur des plantes dont le feuillage va être intéressant. Ensuite, sinon, pour optimiser la luminosité, je vais te dire, peins tes murs en blanc, essaie d'utiliser des miroirs éventuellement pour avoir plus de lumière dans ta pièce, mais un beau miroir dans une pièce au nord face à la fenêtre pour qu'il renvoie bien la lumière, donc tu peux peut-être augmenter ta luminosité comme ça, mais effectivement pour faire refleurir tes plantes ça peut être un peu compliqué. Si tu t'intéresses aux orchidées, les phalaenopsis peuvent refleurir en étant au nord, n'hésite pas à coller tes plantes aussi derrière la fenêtre, comme il n'y a jamais de soleil direct, ce n'est pas un problème, tu peux les mettre vraiment juste derrière la baie vitrée, il n'y aura pas de souci. On continue. Alors, Ask, bonsoir. Tout d'abord, bravo pour tes vidéos. J'ai découvert ta chaîne il y a peu en cherchant des conseils pour mon phalaenopsis. J'ai au final appris bien plus. Continue comme ça. Merci beaucoup. Alors, ma question concerne le Monstera obliqua adansonii. J'ai découvert cette plante dans ta vidéo sur les plantes extraordinaires et je n'ai pas pu résister à en adopter une il y a maintenant 2 semaines. Et j'ai déjà 3 nouvelles feuilles. Ça, c'est pas étonnant puisque le Monstera adansonii, enfin, on dit Monstera obliqua dans le langage courant, mais le vrai Monstera obliqua, il est quand même un petit peu différent. Celui qu'on achète en général, c'est le Monstera adansonii. Donc voilà, pas étonnant qu'il ait fait 3 nouvelles feuilles. C'est une plante qui peut grandir très rapidement si elle est bien rempotée, si elle a tout ce qu'il lui faut. Merci pour cette découverte, je l'adore. Sais-tu si de nouvelles pousses peuvent apparaître au pied de la plante ou bien si elles ne poussent qu'en hauteur à partir des tiges déjà existantes? As-tu des conseils particuliers pour son entretien? Je te remercie d'avance pour tes réponses. Alors, justement, hop, voilà. Alors, est-ce qu'on va y voir quelque chose? Regarde, elle peut faire de nouvelles pousses directement dans le terreau au niveau du pied. Là, j'en ai 2. J'en avais une autre de ce côté-là, mais elle a jauni. Je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs dans une vidéo sur le Monstera. Au niveau des conseils d'entretien, ce que je peux te dire, c'est de brumiser ton feuillage assez fréquemment. Ça lui fait du bien parce qu'elle apprécie d'avoir une atmosphère assez humide. Et pour le reste, je prévois une vidéo dans les semaines à venir. Donc voilà, laisse sécher la surface du substrat entre 2 arrosages. Voilà, et puis si tu pulvérises de l'eau, elle va vraiment apprécier, elle va te sortir des racines en fait aériennes et voilà, elle devrait être en bonne santé après.
Ask, comment cultiver du basilic. Alors pour ça j'ai fait plusieurs vidéos. J'ai fait une vidéo sur comment rempoter un basilic dans la série sur les plantes aromatiques en pot. Et j'ai fait aussi l'an dernier une vidéo qui doit s'appeler comment réussir son basilic ou quelque chose comme ça. Dedans je donne énormément de conseils, les choses à faire, à ne pas faire. Donc avec ça tu devrais vraiment trouver ton bonheur. Si je peux te donner un conseil tout de suite dans la vidéo quand même, c'est de prendre garde au rempotage. Le basilic aime bien avoir les pieds au frais mais il n'aime pas avoir un substrat trop dur qui va se tasser. Donc en général ce que je conseille de faire moi c'est d'ajouter de la perlite pour alléger ton substrat. Et ici un autre truc que je répète je crois dans chaque vidéo où je parle du basilic, c'est de ne pas le récolter pendant un mois après la plantation. Ça c'est très important. Si tu le récoltes trop tôt, ta plante n'aura pas le temps de grandir et donc en fin de compte elle va dépérir. Et pour le récolter, il faut pincer l'extrémité des tiges. Il ne faut pas les couper une feuille par-ci, une feuille par-là. Il faut pincer en hauteur les tiges. Comme ça, après, le basilic se ramifie et continue de grandir. Super initiative, donc Ask. Mon problème à moi, ce sont les pucerons. J'ai usé et presque abusé du combo savon noir, huile essentielle, liquide vaisselle et j'en passe. J'ai dû bien mal m'y prendre car ce sont mes fleurs qui ont rendu l'âme, pas les pucerons. J'ai alors investi dans des plantes répulsives. Résultat, ces sales bestioles se sont réfugiées dans mes œillets d'Inde et mes géraniums odorants. J'ai bien pensé aux auxiliaires, mais ayant par le passé fortement exagéré sur le barrage aux insectes, je crains que les petites coccinelles ne survivent pas sur mon balcon. Il ne me reste donc que deux solutions, plus aucune fleur ou des fleurs artificielles. Help, je suis au bout du rouleau. À part ça, j'adore te lire et te regarder. Merci pour tout. Merci beaucoup pour ton commentaire. Alors moi en ce moment, je suis en train de tester les coccinelles, les larves de coccinelles et j'en suis très contente. Je vais vous faire une vidéo sur le sujet. Après, je comprends que si tu as un petit peu abusé des insecticides ou autres, tu aies peur de mettre des coccinelles. Ce que tu peux faire, il y a deux choses contre les pucerons. Je vais te conseiller peut-être au lieu des plantes répulsives, les plantes qui attirent tout simplement. Donc je pense surtout à la capucine. En général, quand il y a un pied de capucine, les pucerons, ils aiment tellement ça qu'ils vont dessus et nulle part ailleurs. Et ce que tu fais ensuite quand en général tu as ton pied de capucine, tu as une tige qui est bien infestée, tu la coupes. Si tu as un jardin ou quoi, tu la brûles, bon bah sinon tu la jettes tout simplement à la poubelle. Voilà, et normalement ça sert de paratonnerre entre guillemets, la capucine on va dire elle fait paratonnerre dans ces cas-là. Et autre chose par rapport aux pucerons, souvent ce sont les fourmis qui les amènent mine de rien parce qu'elles se nourrissent du miel produit par les pucerons. Donc ce qu'elles font c'est qu'elles amènent des pucerons pour qu'ils vivent tranquillement et elles ensuite elles viennent manger ce qu'ils ont produit. Donc si jamais tu t'aperçois que tu as des fourmis, l'idée ce serait de lutter aussi contre les fourmis, ça fera déjà une source de pucerons en moins. Ensuite, Ask, bonjour, j'ai des arômes. Une partie des feuilles jaunissent, celles face au mur, c'est parce qu'elles ne prennent pas le soleil. Je dois tourner mon pot. Pour rempoter, je dois le faire à quel moment? Dans quelle taille de pot? Quel terreau? Merci beaucoup. Alors sur certaines plantes, effectivement, ça arrive. Les feuilles qui sont près du mur vont jaunir, probablement parce qu'elles ont moins de lumière. Il y a déjà le feuillage de la plante d'un côté, de l'autre il y a le mur, donc les feuilles jaunissent. Si c'est seulement là, c'est pas forcément inquiétant. Donc soit tu tournes ton arôme, soit tu laisses faire, tu coupes les feuilles jaunies. Ensuite, ah oui, alors le rempotage. Alors pour le rempotage, l'idéal c'est de le faire au printemps. Donc là on est un petit peu tard, mais si ton arôme a besoin de place, il est encore temps de le rempoter. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un pot qui sera 5 cm plus grand que le précédent en termes de diamètre. Donc si tu avais un pot de 20 cm de diamètre, passe à un pot de 25 cm de diamètre. Normalement, ça c'est pas mal. Les arômes aiment bien avoir les pieds au frais, donc un bon terreau de rempotage, normalement ça fait le job. Pourquoi pas un peu de fumier composté si tu as ça sous la main, ou alors tu peux peut-être trouver ça en jardinerie. Des fois ils vendent des choses qui sont similaires. On passe à la suivante. Bonjour, peux-tu me renseigner sur l'entretien et ou un possible rempotage d'un anthurium que j'ai eu ce lundi? Merci d'avance. Pour ton rempotage, tu peux utiliser un bon terreau pour plantes d'intérieur. En général, ça fonctionne bien. Si tu veux faire ton mélange toi-même, dans ce cas-là, prends un bon terreau de plantation auquel tu vas ajouter de la terre de bruyère. Voilà, donc avec ça, normalement, ça devrait fonctionner. Sinon, l'anthurium, en général, dans nos intérieurs, ça fonctionne bien puisque c'est une plante qui va apprécier une température entre 18 et 25 degrés Celsius. Donc à partir de là, rien de transcendant. Au niveau, à quoi je pense encore, au niveau de la lumière, il aura besoin d'une bonne luminosité, mais attention, pas trop de soleil direct, ça c'est pas génial pour le feuillage. Quoi d'autre? N'hésite pas à brumiser le feuillage de la plante et laisse sécher la surface du substrat entre deux arrosages. Voilà, donc ça c'est tous les petits conseils que je peux te donner pour sa culture. Ah si, je pense à autre chose, si jamais tu veux mettre de l'engrais, ça va être entre mars et septembre et utilise un engrais pour plantes fleuries. Alors attention, si tu aimes rempoter ta plante, parfois il y a des engrais à libération lente dans le substrat, dans le terreau que tu as utilisé. Donc regarde sur le paquet du terreau ce qui est dit parce que des fois ça dure 4 mois, des fois ça dure 6 mois et dans ce cas-là, pas besoin de mettre d'engrais pendant cette période-là.
Peux-tu nous parler des orchidées miniatures, notamment les phalaenopsis? J'en possède une, récupérée quasiment en fin de floraison. Il restait un bouton, je l'ai donc installé avec mes autres phalaenopsis, mais les fleurs et le bouton ont séché. Merci d'avance. Alors, les phalaenopsis miniatures, enfin les orchidées miniatures en général, pour moi ça n'existe pas en tant que tel. Ce sont juste de toutes petites orchidées. En général, c'est la variété qui est comme ça. Il y a des orchidées qui sont plus grandes, des orchidées qui sont plus petites. Au niveau du phalaenopsis, pour moi c'est pareil, hein. Petit ou grand, moi je les traite tous de la même manière et ça fonctionne. Je pense que toi, le bouton a séché parce qu'il a dû avoir un choc, un courant d'air, une température plus froide, un excès de soleil aussi, ça peut le faire. Donc ça, en général, ça peut faire sécher un bouton. Surtout si tu étais en fin de floraison, en fin de compte, c'était pas dit du tout. Des fois, les derniers boutons ne s'ouvrent jamais, voilà. Donc, coupe la tige florale éventuellement et puis continue à bien l'entretenir comme tes autres phalaenopsis et normalement, tôt ou tard, tu devrais obtenir une nouvelle floraison. Ask, j'ai une grande jardinière avec des radis. Dès que j'ai fini une récolte, j'en ressème. Tous les combien de temps dois-je fertiliser le terreau ou en changer? Merci pour ta chaîne, merci pour ton commentaire. Alors moi aussi en général je fais pareil, j'ai une jardinière spéciale radis. Une fois que j'ai fait ma récolte, j'en ressème à la place de ceux que je viens de récolter. Alors ce que je fais en général, moi je fais 3-4 récoltes d'affilée sans rien faire de spécial en conservant le même substrat. Alors j'utilise en général un terreau pour plantes potagères avec un peu de sable pour avoir un côté drainant et j'ajoute de l'amendement. Quand je veux faire ça, j'ajoute de l'amendement organique, comme ça me permet d'enrichir mon substrat. Et ça tient bien 3-4 récoltes et puis après je refais un nouveau substrat. Alors, Ask, j'ai un pied de fraisier qui fait la tête, les feuilles se flétrissent et les fleurs paraissent asséchées. Pourtant j'arrose tous les matins. Il est en jardinière avec un plant de tomates qui se porte comme un charme. Le fraisier avait des moucherons, on m'a conseillé le marc de café et depuis j'ai ce problème avec mon fraisier. Du coup je me demande si ce n'est pas lié et si j'aurais vraiment dû tenter le marc de café. PS, merci pour vos vidéos, elles m'ont beaucoup aidé pour fleurir mon petit coin de terrasse. Bonne journée Emmanuel. Alors, déjà j'aurais pas forcément mis le fraisier et le pied de tomate dans le même pot. Ça va pas forcément être les mêmes besoins et puis ils peuvent se faire concurrence. Le pied de tomate a vraiment besoin d'utiliser tous les nutriments du terreau. Bon, ça c'est pas forcément un drame. Le fait que tu aies commencé à avoir des problèmes après avoir mis du marc de café, effectivement on peut penser que ça vient du marc de café. Je te conseille d'enlever le marc de café si tu le vois encore, si tu peux encore l'enlever, ce serait pas plus mal. Ou alors dans ce cas-là, gratte fin surfaçage, gratte la surface de ton terreau et remets du terreau par-dessus. Alors tu me parles de moucherons. Alors pour les moucherons, tu peux utiliser les pièges jaunes. J'en ai montré en story sur Instagram et je vais bientôt faire une vidéo. Ça permet de bien attraper toutes ces petites choses là qui volent dans le jardin. Les pièges sont rectangulaires, jaune vif, ils attirent les insectes et notamment les moucherons. Donc ça c'est pas mal du tout et c'est relativement naturel. Sinon je me demande s'il n'y a pas un truc par rapport à l'arrosage, puisque arroser tous les jours je trouve que c'est un petit peu beaucoup pour les pieds de fraise. Moi je le fais uniquement en période de grande chaleur. Alors ça dépend, peut-être qu'il fait très chaud chez toi, peut-être que ça cogne sur ta terrasse. Mais le fait que ça se flétrit, que les fleurs sèchent, etc. peut-être que tu as un excès d'arrosage. Alors on continue. Ask, bonjour, j'ai actuellement beaucoup de mouches de terreau sur ma terrasse. J'ai mis des plaques jaunes autocollantes sur les pots, je limite mes arrosages et je vide les soucoupes si besoin. Avez-vous d'autres solutions et anticipez l'apparition de ces envahisseurs s'il vous plaît? Merci d'avance. Alors que ce soit pour le balcon ou pour l'intérieur, je prépare une vidéo là-dessus parce que vous êtes nombreux à avoir ce problème et moi aussi c'est un problème que j'ai. Donc là je suis en train de passer en revue un petit peu toutes les solutions. Ce que je peux te donner comme conseil déjà c'est en fait ces petites mouches là, ces cyarides, elles vont pondre leurs larves dans le terreau et ensuite les larves se transforment en cyarides et ainsi de suite. Donc l'idée c'est les empêcher d'aller pondre dans le terreau. Pour ça, ce que je fais au niveau des plantes d'intérieur, je fais pas un paillage, mais en tout cas, je mets une couche de sable à la surface de mon terreau. Ça empêche ces cyarides d'atteindre le terreau. Au balcon, ce que tu peux faire, c'est faire un paillage, en fait, un bon paillage bien épais pour les empêcher d'atteindre le terreau. On continue. Ask, as-tu déjà essayé des arbres fruitiers sur ton balcon? Alors non, des arbres fruitiers, non. Des petits... J'ai déjà fait framboisier... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin des petits fruits rouges comme ça en buisson, ça j'ai déjà essayé. Mais des arbres fruitiers en tant que tels, non, je ne l'ai jamais fait. Alors j'en avais parlé avec quelqu'un, avec l'un d'entre vous l'an dernier. J'avais envie de le faire cette année. Mais vous savez que j'ai déménagé et j'ai un ravalement de façade à venir dans les mois qui viennent. Et ce qui risque de se passer, c'est que je vais être obligée d'enlever toutes mes plantes du balcon. Enfin c'est pas ce qui risque, c'est sûr, ça va arriver. Donc ne sachant pas que faire de mes plantes pour l'instant, je n'investis pas dans des arbres fruitiers puisque je sais pas vraiment où est-ce que je vais pouvoir les mettre, si je vais trouver des voisins ou des amis
amis qui vont pouvoir prendre mes plantes et s'en occuper comme il faut. Donc à partir de là, pour l'instant, je n'investis pas. Je sais que certains le font, ce qu'il faut quand même un pot d'une bonne dimension. Voilà, donc j'essaierai sûrement l'an prochain, ce serait le but. Mais là, pour cette année, c'est cuit. Ask, super idée cette vidéo. As-tu une idée de plante fleurie d'intérieur qui fait de grosses fleurs et qui ne demande pas énormément d'ensoleillement? Merci et bravo pour ta chaîne qui m'aide toujours beaucoup. Alors, de belles fleurs et peu d'ensoleillement, ça va être un petit peu compliqué, mais on peut quand même tester des plantes qui ne demandent pas forcément beaucoup de luminosité et qui devraient pouvoir fleurir et faire de belles fleurs. Alors tu peux essayer le calcéolaire, il a une fleur mais incroyable. L'anthurium aussi, alors normalement il a besoin d'une lumière vive mais toujours tamisée en fait, pas de soleil direct. Donc si toi c'est surtout un problème d'ensoleillement direct, que tu n'as pas de soleil direct, ça peut le faire. Je pense aussi au poinsettia, mais alors là c'est saisonnier, hein, c'est une floraison hivernale en général en période des fêtes. Le spathiphyllum peut faire le job. Moi j'en avais un qui était dans mon ancien appartement, sur mon frigo en fait, il était sur le côté, il n'avait pas beaucoup de lumière et il fleurissait quand même, donc ça fonctionnait. Ensuite, on continue. Ask, quelle variété de fleurs peut-on planter dans le jardin et qui repousse tous les ans afin d'éviter d'en racheter à chaque printemps? Merci beaucoup. Alors ça se fait bien, en fait il y a des plantes qui se ressèment toutes seules. Ma grand-mère aimait bien en mettre aussi puisque justement on installe ça une année puis après ça se ressème tout seul, ça évolue, ça prend de l'ampleur, voilà. Alors il y a la rose trémière qui fonctionne bien, en général je crois qu'elle apprécie les climats assez doux. Moi je n'en cultive pas hein, au balcon, je n'en ai jamais... Si, j'ai essayé une année justement et je crois que ça n'avait pas fonctionné. Qu'est-ce qui se ressème facilement aussi? Il y a les soucis, les myosotis, les viola cornuta, alors là ça se ressème tout seul et tu as même une floraison hivernale avec ça. En fait, les viola cornuta, je dirais grosso modo qu'ils peuvent fleurir en toute saison en fait. Grosso modo, j'ai déjà eu des floraisons en été et c'est une plante qui se ressème vraiment toute seule très facilement. Moi, ça m'est arrivé sur le balcon d'en voir dans les jardinières à côté qui repoussaient. Les hippomées aussi vont se ressemer toutes seules, alors attention, ça peut être envahissant. Et sinon, en pleine terre, les bulbes sont une bonne solution. Tu peux planter des bulbes en automne qui vont fleurir au printemps, voire en fin d'hiver. Dès le mois de janvier, tu peux avoir une floraison. Et puis les bulbes, après, normalement, tu les laisses tranquilles, tu les laisses faire leur petite vie et l'année suivante, ils ressortent et ils refleurissent. Coucou, alors moi on m'a offert un phalaenopsis il y a 2 semaines. Elle avait plein de fleurs et beaucoup de boutons, mais les fleurs fanent les unes après les autres, les boutons sèchent et tombent. J'ai aussi remarqué des petits points blancs sur les racines, un peu comme ton phalaenopsis préféré. Elle est au plus près de ma fenêtre, sans soleil direct, avec un arrosage par bassinage 1 fois par semaine quand les racines les demandent, donc jusque là ok. Je ne comprends pas. J'ai appris que la vendeuse l'avait dépotée en la chopant par la tige florale et qu'elle avait dû la rempoter. Peut-être le problème vient-il de là. Peux-tu m'aider s'il te plaît? Merci. PS, tes vidéos sont au top. J'attends avec impatience que tu en sortes de nouvelles à chaque fois. Bonne continuation. Merci beaucoup pour ton commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Alors, peut-être que c'est une orchidée qui a subi un choc, courant d'air, trop de fraîcheur, trop de chaleur d'un seul coup. C'est peut-être aussi une orchidée qui a été poussée en serre, etc. et qui là se retrouve dans des conditions qui sont forcément moins bonnes. En serre, c'est la perfection au niveau hygrométrie, arrosage, lumière, etc. Et chez nous, forcément, c'est toujours un petit peu moins bien. Voilà quoi je pense. Les points blancs sur les racines, je sais pas, sur mon phalaenopsis préféré, je ne sais toujours pas vraiment de quoi il s'agit. Enfin, il y avait plein d'hypothèses et je pense pas que ce soit forcément ça le problème. Voilà, moi je pense plutôt, pour l'histoire des boutons qui sèchent au fur et à mesure, je pense plutôt vraiment à un choc température, courant d'air. Ask, est-ce que tu as des conseils sur la lavande? Alors, la réponse à ta question, la voilà. Donc, les conseils sur la lavande, alors déjà, c'est une plante vivace, donc tu peux la cultiver plusieurs années d'affilée. C'est une plante qui va résister au froid. Il lui faut une exposition plein sud, hein. C'est pas une plante du nord, c'est une plante qui a besoin de soleil. Au niveau des arrosages, il vaut mieux avoir la main légère. C'est une plante méditerranéenne, hein, donc on l'arrose très peu. Alors en pot, si c'est pour la cultiver en pot, tu vas commencer par un pot de 25 cm de diamètre par 25 cm de profondeur et puis après tu verras au fil des années comment évolue ta lavande. Si jamais tu as envie de la cultiver avec d'autres plantes, elle fonctionne bien avec l'agapanthe, avec la sauge, avec le thym, le romarin, voilà, enfin avec toutes ces plantes là qui apprécient bien la sécheresse. Ask, bonjour, j'ai un tout petit jardin au sol, j'y ai planté des tomates et des salades cette année pour cet été. Que puis-je planter en automne?
en automne-hiver pour faire un roulement afin de pouvoir y remettre des tomates mi-mai l'an prochain. Je me situe dans la région centre. J'ai découvert votre chaîne il y a très peu de temps, mais j'en ai déjà appris beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup pour ton commentaire, ça me fait vraiment plaisir de savoir que tu trouves plein de renseignements, plein de conseils sur mes vidéos de manière ludique. Voilà, alors, je pense ce que tu peux cultiver, je dirais, je pense aux salades d'hiver, aux épinards, pourquoi pas aux blettes, moi j'aime bien les cuisiner aussi. Voilà, donc ça c'est des choses que tu vas pouvoir cultiver facilement à la mauvaise saison. Alors après, en revanche, j'ai quand même quelque chose à te dire, puisque tu es dans un jardin, il est conseillé de ne pas replanter les tomates au même endroit pendant 3 ans, parce que c'est la durée pendant laquelle un champignon qui s'attaque facilement aux tomates va pouvoir survivre dans la terre. Donc en fait, si jamais ce champignon a été présent, si tu replantes des tomates la même année ou l'année suivante au même endroit, le champignon sera là et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se réveiller et s'en prendre à tes tomates. Donc dans l'idéal, déplace tes tomates tous les ans et ne les fais revenir au même endroit qu'au bout de 3 ans. Si tu ne peux pas faire un roulement aussi long, je te conseille au moins de ne pas planter les tomates au même endroit 2 années de suite, puisqu'il faut reconstituer les réserves. En fait, les tomates sont quand même très gourmandes et elles épuisent facilement le sol. Ce que tu peux planter à la place, si tu peux faire un roulement, ce que tu vas planter l'année suivante, ça va être des haricots, des pois ou des fèves, et ça normalement ça va aider à reconstituer les réserves d'azote. Alors, Ask, bonjour, j'aimerais savoir comment me débarrasser des moucherons, méthode naturelle ou chimique. J'ai essayé le citron, le clou de girofle, les allumettes et l'arrêt des arrosages, mais je suis toujours envahie par les moucherons. Merci d'avance. Alors, les moucherons, c'est un vrai problème, hein, je le disais plus tôt dans la vidéo, vous êtes nombreux à m'en parler. J'expérimente plein de choses. La première chose à faire, donc j'ai expliqué tout à l'heure, je vais pas le répéter, enfin je vais le répéter vite fait. Les moucherons, en fait, les sciarides, vont pondre dans le terreau, en fait, et ensuite les larves ressortent, font des sciarides, et ainsi de suite. Donc en fait, le problème c'est le terreau. Non, le problème c'est le fait qu'ils pondent dans le terreau. Tant qu'ils ont accès au terreau, ils vont toujours de manière systématique se reproduire et revenir. Même si vous allez éliminer ceux qui sont en aérien, tôt ou tard, les petites larves vont ressortir. Alors, ce que vous pouvez faire déjà, moi je prépare une vidéo sur le sujet, mais rapidement, du sable à la surface du terreau, ça les empêche d'atteindre le terreau et donc de pondre. Pour ceux qui sont, si vous voulez attraper facilement ceux qui sont en train de voler, vous pouvez mettre les pièges jaunes, ça fonctionne, les pièges jaunes, ça fonctionne très bien. Donc sinon, j'expérimente d'autres solutions, ce n'est pas évident. Là, je crois que je suis venue à bout des sciarides, hein. J'attends un petit peu pour être sûre, parce qu'on sait jamais, mais normalement, du coup, la vidéo devrait sortir très bientôt. Tout d'abord, bonjour et merci pour votre solution Ask. Alors, la directrice à mon travail a eu 2 orchidées offertes par ses collègues pour le décès de sa mère, mais elle ne sait pas s'en occuper. Elle adore les orchidées et je pense qu'elle y tient en plus. Alors, plutôt que de la jeter, j'ai préféré m'en occuper, mais je suis novice également. Depuis 5 mois, tout allait bien, mais hier, en arrivant à son bureau, j'ai constaté qu'une des orchidées n'était plus attachée à ses racines. La plante a des feuilles bien vertes, tout comme ses racines sont de la même couleur, donc apparemment tout devait aller. Elle a fait une feuille jaune, j'ai vu que ce n'était pas grave et je l'ai enlevée. Comme les racines sont bien vertes, je vais essayer de lui laisser refaire des feuilles, je pense la baigner quand les racines me le demanderont. Fais-je bien? Essayez plutôt que de la jeter. Alors, si c'est juste une partie avec des racines et aucune feuille, ça sert à rien en fait. Il n'y a pas de feuille qui repoussera à cet endroit-là, donc là tu peux jeter, ça servira à rien. Voilà. Ensuite, j'ai mis le morceau avec les feuilles dans un fond de bouteille coupé avec 2 cm à peine d'eau et un coton afin que les racines devraient chercher le contact de l'eau et du coup sortir. Mis le haut de la bouteille dans le bas de ce dernier, puis un sac de congélation au-dessus que je pense ouvrir 3 heures tous les soirs pendant mon travail, la recouvrir pour la nuit et la journée du lendemain. Mais la question qui se pose, c'est le week-end, dois-je la laisser à l'air libre tout le week-end ou sous le plastique? Le lundi, je travaille à 7 heures et la laisser libre pendant ce temps-là. J'espère lire vos suggestions et remarques sur la façon de faire. Je vous souhaite un bon week-end et vous remercie de votre aide. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien compris que tu essaies de sauver cette orchidée qui n'a plus de racines. Donc la technique n'est pas mauvaise et en fermant avec le sac de congélation, tu crées une atmosphère humide, donc qui favorise l'apparition de nouvelles racines. Effectivement, pour éviter les moisissures, il faut ouvrir, il est conseillé d'ouvrir quelques heures par jour. Donc je comprends bien que le week-end, tu vas avoir un problème et un dilemme, je laisse ouvert ou je laisse fermé. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de tenter le coup de mettre un sac de congélation le week-end percé de trous. Comme ça, on va faire un peu un entre-deux. On va faire circuler un petit peu d'air, mais en même temps, on va pas non plus être complètement à l'air libre. Donc on va essayer de maintenir une atmosphère humide mais avec quand même un passage d'air. Question suivante. Oh, tu as ouvert la boîte de Pandore avec moi. Hashtag rire démoniaque. Ask, des champignons blancs ont poussé dans mes pots. Culture de poivrons. Je dois les enlever. Je change de terre. Trop de marc de café. Coquille d'œufs. Peau de banane.
Ask, des taches blanches apparaissent sur les pétales de rose, un peu comme si on avait fait couler de la javel sur un jean. Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a rien sur les feuilles. Ask, des sortes de filaments blancs apparaissent sur le paillis d'autres fleurs. Kezako. Merci d'avance, c'était super. Merci beaucoup pour ton commentaire. Alors, les filaments, je peux te dire tout de suite, je pense que ce sont des champignons, hein, tout simplement. Sinon, pour ta première question, je suis allée voir la photo. Alors, des champignons comme ça arrive. Là, moi, ça m'est arrivé la semaine dernière sur mon Bégonia maculata witty qui est en intérieur, qui avait été arrosé. Il suffit que le temps change, donc on ait un peu plus d'humidité dans l'air, on vient d'arroser et on peut avoir des champignons qui apparaissent. Tant que c'est pas sans arrêt, tant que c'est pas non plus une invasion énorme, on les enlève tout simplement et puis on laisse faire. Après, si ça persiste, effectivement, je te conseille dans ce cas-là de refaire ton substrat. Je pense pas que ce soit forcément à cause du marc de café, des coquilles d'œufs ou quoi. Il y a toujours des petits spores de champignons dans le terreau et tôt ou tard, quand il y a les bonnes conditions d'humidité, ça sort et on a des champignons qui poussent. Voilà, alors l'autre question, c'était les taches blanches sur le rosier. Ah oui, je sais pas, sur les pétales de rose, je sais pas du tout de quoi il s'agit. Je cultive très peu les rosiers. À chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas été folichon, ça a vite en pot, ça n'a pas trop bien fonctionné. Il faudrait que je réessaye d'ailleurs. Voilà, donc je sais pas du tout pour les rosiers, je suis désolée, je ne peux pas t'aider. Coucou, je me demandais à partir de quand on peut sortir les boutures à l'étouffée des bouteilles, sacs et autres. De plus, j'aimerais savoir de combien espaces-tu tes capucines en jardinière. Merci d'avance. Les capucines, tu vas les espacer de 15 à 20 cm parce qu'après ça peut prendre de l'ampleur. Donc en pot, 15 à 20 cm d'espacement. L'autre question c'était, ah oui, pour le bouturage à l'étouffée, alors tu vas enlever le sachet ou la bouteille, enfin ce qui recouvre ta bouture, ce qui fait qu'elle est à l'étouffée. Tu vas l'enlever quand tu vois apparaître de nouvelles feuilles en fait au niveau de ta bouture, puisque ça veut dire qu'elle a raciné. Alors si tu as vu ma vidéo sur le bouturage à l'étouffée, tu auras remarqué qu'il y avait une de mes boutures, quand j'ai enlevé le sachet, en fait elle s'est complètement flétrie. C'est parce qu'elle s'est retrouvée à l'air d'un seul coup directement. Donc maintenant je fais plus comme ça, j'ai suivi le conseil de d'entre vous dans les commentaires. Ce que je fais, c'est que par exemple je commence à percer le sac pour qu'il y ait un peu plus d'air petit à petit. Voilà, donc il vaut mieux enlever ta protection progressivement. On continue. Alors, Ask, bravo pour ta chaîne, merci beaucoup. J'ai une collection d'orchidées dans des cache-pots en verre. J'ai l'impression que les racines ont plus de lumière et qu'elles refleurissent plus souvent et plus vite. J'aimerais supprimer mes cache-pots en verre pour les placer dans de plus jolis cache-pots. Penses-tu que la floraison sera moins bonne? Merci pour ta réponse, Nathalie. Alors bonjour Nathalie, alors écoute, pour moi cette histoire de racines qui ont besoin de lumière, c'est une légende urbaine. Il y a des gens qui disent oui, dans la nature, elles sont dans les arbres, les racines ne sont pas dans la terre, donc elles ont besoin de lumière. Le feuillage a besoin de lumière, je suis d'accord. Les racines, c'est pas parce qu'elles sont à l'air libre dans la nature qu'elles ont besoin de lumière en fait. Donc je crois qu'il y a, mais je suis pas sûre, il faudrait que je vérifie, je crois qu'il y a certaines orchidées dont les racines peuvent effectivement avoir besoin de lumière, mais je ne sais même pas lesquelles c'est, donc ce ne sont pas des orchidées que je cultive habituellement, donc à mon avis ce ne sont pas tes orchidées, voilà. Donc on va en finir avec cette légende urbaine. La plupart des orchidées, non, elles n'ont pas forcément besoin d'avoir les racines qui prennent la lumière. Donc si tu veux, fais-toi plaisir, prends les cache-pots que tu veux. La floraison en fait elle va dépendre surtout de l'entretien. Plus tu entretiens tes orchidées comme il faut, avec régularité, et plus elles auront une belle floraison. Voilà, tout simplement, le secret c'est la régularité, ne pas laisser tomber ces orchidées parce qu'elles sont résistantes, elles ne vont pas forcément mourir, mais si on ne s'en occupe pas bien, elles ne vont pas non plus forcément fleurir ou avoir une belle floraison. Voilà, donc vraiment si tu veux des cache-pots qui te plaisent, fais-toi plaisir et oublie tes cache-pots en verre, il n'y a pas de souci. À propos des orchidées, lorsqu'on les achète, elles ont 2-3 hampes florales. Pourquoi lorsqu'elles refleurissent chez soi, elles n'en ont qu'une? Que faut-il faire pour en avoir plusieurs? Nathalie. Alors justement, ça rejoint un petit peu aussi ce que je commençais à te dire dans ma réponse à ta question précédente. Souvent, quand elles sont en serre, quand elles sont cultivées pour qu'on les achète, elles ont des conditions optimales et donc à partir de là, elles font facilement plusieurs hampes florales. Il y a aussi une question de variété. Certaines variétés vont faire plus facilement plusieurs hampes florales. Les Phalaenopsis par exemple, c'est le cas. Alors là, je ne peux pas te donner de nom de cultivar puisque en général, on ne les connaît pas quand on les achète. Le mini-marc qui fait des fleurs un petit peu plus particulières, en tout cas, a tendance à faire facilement plusieurs hampes florales. Ce que tu peux essayer de faire pour avoir plusieurs hampes florales, c'est de cultiver bien comme il faut ton orchidée, ton Phalaenopsis. Et tu peux ensuite le mettre un petit peu au frais, alors pas en dessous de 16 degrés non plus, hein, après ça n'ira pas, mais souvent une astuce qu'utilisent les professionnels, c'est de les cultiver comme il faut et hop, de les mettre un petit peu au frais, de leur donner un petit coup de fraîcheur, et là la plante a le réflexe d'envoyer éventuellement plusieurs hampes florales. Mais ce n'est pas dit que ça marche pour les professionnels parce qu'ils ont des conditions de culture optimales. Nous à la maison ce n'est pas forcément le cas, donc ça peut fonctionner
comme ça peut ne pas fonctionner. Question suivante. Coucou, j'ai reçu il y a quelques temps des graines de lavande que je compte semer en pot. Selon toi, quand devrais-je faire ces semis? Car j'ai lu plusieurs choses, certains disent en automne, d'autres au printemps, d'autres encore pendant l'hiver en intérieur. Bref, du coup je n'ai pas encore touché à ces graines-là. Alors on va semer plutôt au printemps, à partir du mois de mars, et dans ce cas-là ça va être en intérieur. Alors certains disent en hiver en intérieur, tout simplement pour que tu aies un pied de lavande qui va être plus grand, plus beau quand va arriver la belle saison. Après, attention, si tu sèmes en hiver, il va falloir assurer au niveau de l'éclairage. Donc ne sème pas forcément trop tôt. Et fais attention aussi à la température de germination qui va avoisiner les 20 degrés. Si tu es en dessous, il ne faudra pas t'étonner que ça ne germe pas. Un autre détail par rapport au semis de lavande, normalement il faut bien compter un bon mois pour que la levée intervienne. Donc à partir de là, ne t'étonne pas si pendant 3-4 semaines, il ne se passe rien. Ask, est-ce que tu pourrais nous montrer toutes tes plantes? Ce serait intéressant. Alors oui, c'est quelque chose que je vais faire, que j'ai envie de faire. Je vais le faire d'une part pour les plantes du balcon déjà et ensuite pour les plantes d'intérieur. Les plantes d'intérieur, ce ne sera pas avant la rentrée, déjà parce que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc elles n'ont pas encore toutes trouvé leur place définitive, entre guillemets. Et le balcon, je vous ferai un petit tour sûrement après le relooking de balcon, puisque je vais amener des nouvelles plantes, donc autant vous faire un tour complet. Coucou, merci infiniment pour ta réponse. Tes vidéos sont toujours superbes et j'adore ta chaîne. Depuis que je les regarde, je sais beaucoup plus de choses et je réussis mes cultures. Moi, je te dis bravo. Merci beaucoup, c'est super gentil. Alors, je voulais aussi te demander une autre ask pour la #2dask, donc pour cette vidéo. Comment je peux faire fleurir mes misères sans les faire souffrir? Je voudrais tellement réussir à les voir fleurir. Merci d'avance et encore merci pour ta réponse. Alors honnêtement, j'ai des misères depuis pas longtemps, c'est l'un d'entre vous qui me les a envoyées. Je les cultive uniquement pour leur feuillage, je ne cherche absolument pas à les faire fleurir et pour l'instant elles n'ont pas fleuri. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il leur faut pour fleurir et à vrai dire, je cherche pas à les faire fleurir, voilà. Donc je suis désolée là-dessus, je vais pas pouvoir t'aider. On continue. Ask, comment sauver un kalanchoé? Alors, souvent c'est pas évident parce que c'est une plante qui plaît beaucoup, qui est très vendue chez les fleuristes ou dans les jardineries ou quoi, et donc on a rarement une plante de bonne qualité. Déjà à la base c'est une plante qui a été poussée pour avoir une floraison incroyable et tout, donc en général après la floraison la plante elle va mal, voilà. Donc tu peux quand même essayer de la sauver. Alors moi je dis que c'est pas évident, j'ai raté un sauvetage d'ailleurs. Alors ce que tu vas faire déjà, il faudra lui offrir les bonnes conditions. Donc au niveau rempotage, il va falloir que tu la rempotes dans un mélange de terreau de plantation avec un peu de tourbe blonde et de sable si possible. Au niveau des arrosages, c'est une plante grasse, tu vas laisser sécher le substrat entre deux arrosages, mais attention, sécher, hein, pas dessécher non plus. Voilà, il va lui falloir pas mal de lumière. Attention au soleil direct quand même, je te conseille de mettre un voilage si tu la mets derrière une fenêtre où il y a du soleil. Si elle a trop de lumière, tu le sauras vite puisque le feuillage va rougir, donc dans ce cas-là, tu l'éloignes un petit peu ou tu lui trouves une autre fenêtre. Et si tu as envie de la faire fleurir, à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, tu vas pouvoir lui apporter un engrais pour plantes fleuries, environ 2 fois par mois. Ask, j'ai une vigne de table sur mon balcon mais je ne sais jamais vraiment comment la tailler. Y a-t-il une méthode unique pour les grimpantes et ou fruitiers? Merci. Alors non, justement il n'y a pas de méthode unique et en plus la taille de la vigne c'est assez particulier, donc là je vais vraiment avoir du mal à te répondre. Ce que tu peux faire éventuellement c'est m'envoyer une photo de ta vigne que je peux transmettre à un ami qui travaille dans la vigne et qui pourra peut-être me dire qu'est-ce que tu dois tailler et quand, voilà, parce que je sais que la taille de la vigne ce n'est pas évident. Quand j'étais ado il y avait une vigne chez mes parents, une vigne qui était déjà en place quand ils ont eu leur maison et j'avais essayé de la tailler, j'avais essayé de suivre des conseils et tout. À l'époque il n'y avait pas internet, en plus il fallait trouver des conseils comme on pouvait et ben j'avais complètement raté mon coup, hein. La vigne n'avait même pas, d'habitude elle donnait du raisin et l'année où j'ai taillé on n'a rien vu du tout, voilà. Donc ce n'est pas évident. Si tu veux vraiment, envoie-moi une photo par mail, ouais par mail ce sera le plus simple, une fleur parmi les fleurs @gmail.com. Comment tu fais pour ces fichus cyarides qui m'ont déjà bouffé un pot de piléa? Eh bien, si je pouvais prendre un chalumeau et les exterminer, je le ferais. Plus sérieusement, donc c'est vrai que c'est la 3e fois là qu'on a la question dans cette vidéo Ask. Je prépare une vidéo, tu peux déjà mettre du sable sur ton terreau pour les empêcher d'aller pondre, hein, ça évitera qu'ils se reproduisent. Les pièges jaunes autocollants sont pas mal aussi pour attraper ceux qui sont en train de voler. Et en dernier recours, le rempotage, il n'y a rien de mieux, voilà. Mais je prépare une vidéo sur le sujet. Ask, on entend souvent parler de permaculture ou quelque chose comme ça. Peux-tu expliquer ce que c'est s'il te plaît? Merci, bisous. Alors, je vais l'expliquer à ma façon. En fait, la permaculture, c'est le fait
comment dire, on va jardiner de la manière la plus naturelle possible. Et ce que j'entends par là, c'est pas seulement ne pas utiliser de produits chimiques, etc. C'est aussi d'écouter la nature, de réunir un petit peu tout ce qu'on sait sur la nature, les traditions ancestrales, etc. pour obtenir quelque chose d'harmonieux et utiliser les vertus de chacun pour avoir un jardin qui fonctionne, ou un balcon. Bon, sur le balcon c'est moins évident, mais avoir un jardin qui fonctionne quasiment tout seul. On va limiter les arrosages, on va compter sur la pluie. Alors, ce qu'on va faire par exemple, c'est qu'on va se tourner vers les graines de plantes qui sont adaptées à notre terroir, à chez nous. Quand on revient comme ça aux plantes qui sont adaptées à notre terroir, à notre climat, à la terre qu'on a chez nous, on a d'un seul coup des plantes qui fonctionnent beaucoup mieux en fait, des plantes qui vont résister à la sécheresse si on a de la sécheresse, qui vont mieux résister à certaines maladies, qui vont bien s'installer dans un sol qui serait difficile pour d'autres variétés. Voilà, donc on va utiliser un petit peu tout ça. On va laisser aussi, ça va être aussi le fait d'avoir plusieurs cultures, de laisser des plantes pousser alors qu'elles ne sont pas forcément utiles au premier regard, c'est-à-dire des fleurs par exemple, on va les laisser pousser dans le jardin parce qu'en fin de compte elles vont attirer des insectes qui vont nous aider à avoir moins d'insectes néfastes, etc. Donc la permaculture, ma définition, ce serait qu'on essaie d'avoir un équilibre en fait entre les plantes, le vivant, la faune et la flore dans notre jardin pour que le jardin s'autogère en fait quasiment et qu'on n'ait pas trop à intervenir. Voilà. Ask, j'ai une salle de bain avec une petite ouverture qui apporte de la lumière naturelle et j'aimerais grandement ajouter quelques touches de verdure. Sauriez-vous quelle plante serait idéale pour se plaire dans ce milieu? Merci beaucoup. Alors, avec une ouverture, alors une petite ouverture, hein, c'est ça, voilà. Avec une petite ouverture, il va y avoir de la lumière naturelle, mais pas en grande quantité. Et le fait que c'est une salle de bain, en général, bon, on se douche tous les jours, etc. Donc on peut avoir une bonne humidité, au moins pendant quelques heures dans la pièce. Donc moi, j'aurais tendance à me tourner vers les Calathea, qui sont des plantes, alors déjà au niveau du feuillage, elles sont juste magnifiques. Il y en a vraiment plein de sortes différentes, enfin il y a un feuillage panaché, très joli, etc. Et ce sont des plantes qui arrivent à se contenter d'une luminosité un peu réduite. Et ce sont des plantes tropicales qui apprécient une bonne hygrométrie, donc une salle de bain, ça leur convient parfaitement. On continue, j'ai acheté des herbes aromatiques en pot pour mettre dans ma cuisine, mais mon persil est fané au bout d'une semaine et mon thym est devenu tout noir, mon laurier est superbe et ma ciboulette va bien. J'ai une cuisine très ensoleillée, j'arrose souvent, je ne comprends pas. Alors c'est bizarre, là, ce commentaire-là, j'avais répondu directement, j'avais peut-être pas vu que c'était la vidéo Ask. Alors bon, déjà les aromatiques en intérieur, ce n'est pas forcément évident, hein. Ce sont des plantes d'extérieur à la base, donc elles se développent toujours beaucoup mieux en extérieur. Il faut peut-être leur donner le substrat adapté. Donc là on est dans une série sur les aromatiques en pot. En ce moment je sors une vidéo tous les vendredis. Donc j'en ai fait plusieurs. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Le persil, il serait peut-être mieux en extérieur. Et puis il lui faut un terreau assez frais, hein, qui garde une certaine fraîcheur. Le thym, il est devenu tout noir, mais il a séché, je pense. Je pense qu'il a séché, il a dû prendre un coup de chaud. Parce que la cuisine est ensoleillée. Derrière la vitre, ça peut très vite cogner de manière excessive, même pour une plante comme le thym, qui est une plante méditerranéenne. Sachez aussi qu'en général, il faut rempoter ces aromatiques quand on les achète. Le pot dans lequel elles sont n'est pas fait pour qu'elles puissent pousser dedans. Donc il faut les rempoter. En tout cas, les aromatiques en intérieur, ce n'est jamais simple. Donc le problème vient peut-être de là. Ask, bonjour, je vous suis depuis l'Algérie et j'ai beaucoup appris, merci beaucoup. J'ai des pieds de tournesol dans un pot, mais les feuilles sont très mal en point. J'ai beau chercher s'il y avait des limaces ou escargots, je n'en trouve pas. J'ai aussi des pucerons noirs sur les chrysanthèmes et quelques autres fleurs. Que puis-je faire? Merci d'avance et bonne continuation. Peut-être que le pot est trop petit. Alors moi, j'ai jamais cultivé le tournesol en pot pour l'instant, donc peut-être que le pot est trop petit, tout simplement. Alors, et sinon c'était, ah oui, les pucerons. Alors pour les pucerons, le savon noir déjà peut être une bonne solution. En ce moment, moi j'expérimente les larves de coccinelle et ça fonctionne du tonnerre, ça fonctionne très très bien. Et sinon, une fois j'ai réussi à débarrasser mon lévisia des pucerons en lui donnant une bonne douche, mais c'était lors d'un rempotage, donc j'avais carrément dépoté ma plante et je l'avais douchée avec le jet de la douche tout simplement. Et là, tous les pucerons avaient disparu et n'étaient pas revenus par la suite. Rebonjour Carole, je crois que c'est Carole, j'ai un doute, désolée si ce n'est pas ça. Non, non, c'est bien Carole, pas de souci. Voici ma deuxième question, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Bah non, il n'est pas trop tard. Mon phalaenopsis a terminé sa floraison, entre guillemets, il ne fait plus de nouveaux boutons. Et il a lancé une nouvelle feuille, mais la tige florale est toujours fleurie. J'avais cru comprendre lors d'une de tes vidéos que dans son cycle, le phalaenopsis relançait une feuille après que la rampe florale est fanée. Or, ce n'est pas le cas.
As-tu déjà eu cette situation? Si oui, est-ce normal? Oui, ça peut arriver. Des fois on laisse la tige, moi je m'amuse des fois à laisser la tige florale en place pour vérifier si quelque chose va repousser dessus ou quoi, je fais des expériences. Et dans ce cas-là, le Phalaenopsis, il s'en fiche en fait, il lance sa feuille. Ce que je voulais dire dans ma vidéo, je pense, c'est qu'en général le cycle c'est après la floraison, on a une nouvelle feuille, des racines, et c'est seulement après qu'on induit une nouvelle floraison. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne fait pas forcément directement des floraisons à la suite, qu'il est plus simple que le Phalaenopsis puisse faire une nouvelle feuille et des racines. Mais en tout cas, il est tout à fait possible que le Phalaenopsis commence à lancer sa nouvelle feuille alors que la floraison est encore en cours. Alors, à noter, j'ai repris la fertilisation il y a 2 semaines seulement, je n'avais pas pris le temps d'acheter de l'engrais. De plus, ma plante est tout près d'une grande fenêtre exposée sud-ouest, 40 cm. Oui, là c'est pas mal. Merci d'avance et bon courage, et désolée pour cette question tardive, la feuille est apparue il y a quelques jours à peine. Il n'y a pas de souci, c'était encore le moment, donc voilà. Donc je crois que j'ai répondu à ta question. Ask, je ne sais pas si ma question a été prise en compte, alors je la pose à nouveau. Que pensez-vous du purin d'ortie en pulvérisation sur les feuilles d'orchidées? Et que pensez-vous de la culture des Phalaenopsis dans l'eau? Merci et bravo, Janine. Merci beaucoup pour votre commentaire. Alors, le purin d'ortie sur les orchidées en pulvérisation, honnêtement, je n'en vois pas l'utilité. Vraiment, je ne le fais jamais. Je n'ai jamais entendu personne, même pas des professionnels m'en parler, ni personne qui a l'habitude de cultiver les orchidées. Donc, franchement, alors après dites-moi si quelqu'un vous l'a conseillé pour une raison particulière, je serais intéressée de savoir pourquoi, dans quel but. Voilà, et sinon, alors le Phalaenopsis dans l'eau, la culture du Phalaenopsis dans l'eau, je n'ai pas encore essayé. Pour l'instant, j'ai essayé l'hydroculture dans les billes d'argile, mais je pense que je vais y venir puisque je ne suis pas complètement satisfaite de la culture dans les billes d'argile. Ask, bonjour, j'ai une orchidée dont je n'ai aucune idée du type depuis 5-6 ans qui était dans un très mauvais état. Alors attendez, il faut que j'ajoute un peu de lumière. Voilà. Dans un très mauvais état, pas de floraison depuis plus de 4 ans et des racines qui ont commencé à pourrir dans le substrat. Cependant, ces 4 feuilles étaient toujours aussi vertes. Pour la sauver, j'ai décidé de la cultiver en hydroculture, billes d'argile et eau du robinet, à la mi-ombre, mais un peu plus ensoleillée qu'avant, et après avoir coupé les racines pourries. En 2-3 semaines, elle a commencé à me faire une nouvelle feuille, ce que je n'avais pas vu depuis au moins 2 ans. Bah, ça c'est bien déjà, bonne nouvelle, c'est que l'hydroculture, là ça a l'air de lui convenir. Cependant, ma question est la suivante, penses-tu que je dois continuer à l'alimenter uniquement à l'eau, sachant qu'elle a l'air de s'y plaire, ou devrais-je lui ajouter de l'engrais? Merci. PS, tes vidéos sont top. Merci beaucoup pour ton commentaire. Alors oui, tôt ou tard, il va falloir que tu apportes un peu d'engrais parce que juste l'eau du robinet, ça ne va pas suffire du tout à ton orchidée. Voilà, donc j'espère aussi que ton eau n'est pas trop calcaire, sinon ça risque de lui poser problème. Si jamais tu peux récupérer de l'eau de pluie, ce ne serait pas mal, mais bon, je sais qu'on ne peut pas toujours, donc... Et on arrive à la dernière question. Alors je suis surprise, je m'attendais quasiment à ce qu'il y en ait plus, mais c'est peut-être aussi long que la première fois en fait. Alors Ask, bonjour, j'ai découvert ta chaîne il y a peu et j'apprécie vraiment beaucoup tes vidéos et ta bonne humeur. Merci beaucoup. Aurais-tu des conseils pour cultiver des myrtillers et des framboisiers sur un balcon exposé ouest? Merci beaucoup. Alors les framboisiers, j'ai fait des vidéos sur le sujet, donc tu peux aller les voir et piocher des conseils, ça conviendra à ton exposition, il n'y a aucun souci. Le myrtillier, alors attention, il va craindre, c'est une plante, c'est un petit arbuste fruitier qui va craindre un soleil trop brûlant, trop de chaleur, un excès de chaleur. Donc toi tu es exposé plein ouest, ce qui veut dire que l'après-midi, tu as le soleil qui cogne quand il fait chaud. Donc je te conseille d'éviter de mettre ton myrtillier contre le mur, puisque avec le soleil qui tape sur le mur, ça va vraiment faire beaucoup de chaleur, donc ça on évite. Ou alors derrière tu mets une palette en bois, quelque chose qui fait que le soleil ne tape pas directement sur le mur. Si tu peux essayer de l'ombrager un petit peu avec une canisse, avec une autre plante, ça ce serait le top du top, qu'au milieu de l'après-midi ton myrtillier ne prenne pas directement les rayons du soleil, ça va être un petit peu trop pour lui. Autre chose, il y a les variétés de myrtillers à grosses myrtilles sont auto-fertiles. En revanche, sur d'autres variétés, il faut en planter 2 à proximité qui sont de variétés différentes pour qu'ils se fertilisent mutuellement, sinon tu risques de ne pas avoir de récolte. Au niveau du substrat, ce que tu peux faire, il y a un mélange assez simple et super efficace, c'est du terreau pour géranium, aussi surprenant que cela puisse paraître, avec de la tourbe blonde. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.